Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre votre magazine Kiosque de ce mardi 25 avril 2023. Madame, Monsieur, l'actualité ce matin est dominée à part de réactions après l'incendie du lycée Mwanga à Kolwezi dans la province du Lualaba. Il y a eu des blessés, 132 au total, si je ne m'abuse, mais il n'y a pas eu de mort selon le ministre de l'Intérieur et puis le porte-parole du gouvernement. Aucun mort, contrairement aux rumeurs qui circulent dans la capitale. Autre actualité, c'est le briefing tenu hier par le porte-parole du gouvernement et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, justifie les glissements salariales principalement du mois de février et mars au sein de l'administration publique par des dépenses dû au choc, aux dépenses sécuritaires, humanitaires, et puis celles liées aux élections. Analyse et commentaires, c'est donc Kiosque en justice. Poursuivi pour détournement de fonds destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo, l'ancien Premier ministre Matata Pondu est jusque-là jugeable. Après la Cour constitutionnelle, c'est le tour de la Cour de cassation de se déclarer incompétente à juger l'ex-premier ministre. À commentaires et analyse, c'est donc Kiosque. Et nous allons parler élections avec les journées portes ouvertes qu'organise à partir de ce mardi la Commission électorale nationale indépendante, entre-temps la CAS. Écrit à Félix Tshisekedi pour une transition sans déni Kadima. Assumer les glissements du calendrier électoral, c'est la première proposition contenu dans le courrier confidentiel adressé lundi à Félix Tshisekedi par le président de la Commission africaine pour la supervision des élections. Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue. Nous avons deux invités dans ce plateau de kiosque, mais je m'en vais vous lire quelques grandes lignes de la presse écrite et puis des sites de ce matin. ACP a écrit au sujet de sport, la FIFA nomme un comité de normalisation de la FECOFA. C'est les titres de la FIFA, la prospérité, qui revient sur le briefing co-animé hier par le ministre des Finances et celui et le porte-parole du gouvernement au sujet de les malentendus du glissement salarial, principalement du mois de février-mars au sein de l'administration publique. Voilà un autre journal que nous avons reçu ce matin. C'est le site Radio Okapi.net qui nous apprend que c'est au niveau de Kimbanté qu'il y a eu également incendie. 7 personnes ont perdu la vue dans l'incendie de leur maison. D'après les commandants de la police du district de la Tchangou, le feu serait parti d'une bougie allumée dans cette maison. Merci. Alors nous avons deux invités. Christian Molika, bonjour. Bonjour madame. Il sera en face de Eddy Kabea. Bonjour madame, Eddy. Je salue le téléspectateur qui nous suit. Je salue également mon frère à qui nous partageons le même plateau, afin d'analyser et scruter la situation politique de l'ère en République démocratique du Congo. Alors nous devons normalement être avec Gauthier Sey, peut-être qu'il va nous rejoindre dans ce plateau. On commence avec Christian Moleka, l'incendie d'hier au lycée Mwanga à Kolwezi dans le Lualaba. Quelle analyse vous faites de cet incendie? Parce qu'après, il y a eu des voix qui se sont levées pour dénoncer le fait qu'il n'y avait pas des camions, des pompiers, des camions anti-incendie. Voilà un peu la situation qui s'est présentée hier après cet incendie dans le Lualaba. Madame, le premier constat, c'est que ce n'est pas le premier incendie de telle envergure qu'on a au Katanga. Il y a récemment un grand supermarché qui a également pris feu. Vous allez vous rappeler qu'à Kinshasa également, il y a un média qui a pris feu. Il y a quelques semaines encore, Botour avait pris feu. Donc il y a un sérieux problème d'incendie de plus en plus à Kinshasa, comme dans beaucoup de villes, et qui pose réellement le problème de la lutte anti-incendie dans les villes. Parce que c'est ça la question fondamentale qu'il nous faut aborder. Se limiter à jeter le regard sur un segment, à savoir les brigades, on va y revenir, c'est avoir un regard incomplet. Parce que la chaîne de la sécurité de la lutte anti-incendie ne commence pas avec la brigade sapeurs-pompiers. La chaîne commence un peu plus en haut. Ça veut dire dans un état qui se veut, je dirais, rigoureux. On devrait commencer par se demander, prenons le basique, quand nous construisons la maison, qui installe le courant? Est-ce que l'électricien est agréé pour installer le courant? C'est là qu'on devait commencer. Si dès le départ, le système d'installation électrique n'est pas de bonne qualité,
Donc nous avons une prédisposition à l'incendie. Donc si nous voulons lutter contre l'incendie, il ne faut pas qu'il s'allume et qu'on cherche les sapeurs-pompiers. Il faut que ça ne s'allume pas déjà. Donc dès le départ, c'est qui fait au Congo l'installation du courant électrique dans nos maisons. Est-ce que la SNEL agrée Est-ce que la SNEL agrée des techniciens électriciens qui font l'installation? Aujourd'hui, on parle de l'ordre de l'architecte. C'est une bonne chose, on a eu l'ordre de l'architecte. Si vous construisez une maison et qu'il y a un problème, il y a un architecte qui répond de cette responsabilité-là. Est-ce qu'il y a un ordre d'électricien? Vous voyez, si vous quittez l'électricien, vous prenez la qualité des conducteurs. Mais allez dans nous, le marché de Kinshasa, essayez d'acheter même un fil électrique de 2,5. Vous voyez la qualité des fils que nous avons. Est-ce qu'on fait le contrôle des qualités des fils? Donc, quand vous n'avez pas une personne de qualité pour installer, quand vous avez des très mauvais fils conducteurs, alors vous avez les conditions nécessaires pour avoir l'incendie. Donc nous avons, de certaine manière, nous-mêmes commencé par saper les éléments de base de sécurité. Après, la prévention commence lorsqu'on construit un bâtiment, ça peut être une école, ça peut être un immeuble comme ici, mais vous devez avoir des systèmes de limitation, de propagation. Ça veut dire un système de détecteurs, extincteurs à l'intérieur, avant que ne viennent les camions anti-incendie. Oui, donc il y a toute une chaîne qui ne fonctionne pas. Et puis, les mécanismes d'évacuation. Nous, quand nous étions au collège, moi j'ai fini au collège Elikia, à un moment donné, il y a eu des obus qui tombaient de Brazzaville, pendant la guerre à Brazza, des obus qui tombaient à Kinshasa et qui avaient touché à l'époque les Batra. Et donc, on a reçu des gens qui sont venus à l'école, au collège Elikia, pour nous apprendre, en cas de bombardement, comment il faut se comporter. Je me rappelle à l'époque, on nous disait qu'obus et sifflaka. J'étais élève, on nous disait que l'obus sifflait, ça faisait... Et vous devriez vous taire pour entendre où l'obus allait tomber. Et dès que l'obus tombait, vous devez vous mettre sous le ventre. Ensuite, courir vers le point où l'obus est tombé. À l'école. Et on a fait des simulations à l'école avec des experts, je ne sais pas si c'était militaire à l'époque, qui nous ont montré comment vous deviez vous comporter en cas de telle situation. Mais dans les écoles, on devait apprendre également aux enfants comment évacuer les bâtiments en cas de problème. Parce que ce qu'on a vu là, c'était vraiment de la catastrophe en termes d'évacuation. Les enfants qui passent par les plafonds et qui sautent, parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'évacuation. Donc les enfants ne savent pas, parce qu'on les a... Oui, mais on ne les a jamais formés, on ne les a jamais appris qu'en cas de sinistre, en cas de problème, ça peut être le feu, ça peut être une bombe, ça peut être les abeilles. Voici comment on fuit. Ce sont des mécanismes que nous, comme société, nous n'organisons pas. Et nous pensons que les camions incendie viennent tout régler. Non. Les camions incendie ne peuvent pas tout régler. Il y a des étapes en amont qui n'existent pas chez nous, qu'il faut régler. Et après, cette histoire des sapeurs-pompiers, parce qu'il faut en venir, venez pour la ville de Kinshasa. Nous avions une brigade de sapeurs-pompiers qui était rattachée à la ville de Kinshasa. À l'époque du gouverneur Kimbuta, les sapeurs-pompiers étaient rattachés à la ville. Et il avait même commencé à construire des casernes. Il a tenté de construire vers le marché de Somba Ziguida, là, et c'est resté en chantier jusqu'à aujourd'hui. Puis la caserne a pris feu vers Justice. Puis après, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les sapeurs-pompiers relèvent désormais de la protection civile, donc le ministère de l'Intérieur. Donc il y a un conflit de compétences entre la ville, qui avait commencé à gérer les sapeurs-pompiers, et le gouvernement central, qui a récupéré ce service pour aller vers la protection civile, et à telle enseigne qu'aujourd'hui, déjà, en termes de statut, c'est un problème. Là, dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa. Et après, mais nous ne donnons pas les moyens nécessaires et l'organisation nécessaire à ce corps-là, qui reste centralisé, c'est-à-dire à Gombe. Vous ne pouvez pas avoir un corps dans une grande ville centralisé. Pourquoi on n'a pas un système décentralisé où on les place dans les communes? Parce que si le camion doit quitter Gombe pour aller à Kimanseke, mais rien qu'avec les bouchons, le temps qu'ils arrivent là-bas, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ils vont trouver rien que descendre. Donc décentraliser le système, éviter cette approche centralisée basée à Gombe, et ensuite, même lorsque le camion descend, le camion amène en principe une quantité d'eau bien limitée. Mais regardez la ville de Kinshasa. Il y a quelques années, il y avait, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Il y avait des points d'eau, des régies des eaux, avec des escaliers comme ça, dans différents carrefours. Des points d'eau où vous aviez une sorte d'égout. Hein, on a écrit régie des eaux. Si vous l'ouvrez, nous on était enfants, parfois on y entrait, vous trouvez un petit escalier. Et à l'intérieur, il y avait un point de jonction d'eau. Donc lorsque le camion amène un peu d'eau, il pompe
il ne doit pas rentrer. Il doit ouvrir son câble là et le connecter à un pôle de son domaine. Tous ces points-là, on les a bouchés. Pour prendre de l'eau. Oui, on les a Et ça bouchés. n'existe plus. Non, on les a bouchés et ces points-là n'existent plus. Les bornes fontaines n'existent plus. Mais s'il vient avec l'eau, il pompe, il pompe, il pompe. Après, il fait quoi? Il rentre, il plus de l'eau. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on a totalement tout détruit. Et si nous voulons éviter ces sortes de situations, il nous faut refonder toute la chaîne de la lutte anti-incendie, en commençant par les contrôles en amont. Contrôle de ceux qui font le travail électrique au Congo, contrôle de la qualité des fils conducteurs, de tout ce qui concerne l'électricité, la qualité des équipements. Ensuite, respect des normes de construction, avec l'obligation de mettre des systèmes de limitation de propagation, et puis après, mettre en place des très bons corps de sapeurs-pompiers. Alors, par rapport à, là, nous revenons dans le loi là-bas, par rapport à ce que vous avez dit, le contrôle, il faut des bons électriciens, mais ce lycée, c'est quand même un lycée prestigieux, c'est quand même un grand lycée. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a eu ces problèmes-là, des personnes qui devaient faire l'installation électrique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, la province du Lualaba est présentée comme une grande province, qui est une province un peu qui a des minéraux, hein. On voit tout le temps la gouverneure qui est dans les médias, mais comment est-ce qu'une province comme le Lualaba peut manquer des camions anti-incendie? Les villes de Kinshasa ont pratiquement les mêmes maladies, non? Je crois qu'il n'y a pas de différence entre les maladies qu'on trouve à Kinshasa, en tout cas des nuances presque avec d'autres villes. Déjà, j'ai cru comprendre qu'on a parlé d'un court-circuit électrique. Lorsqu'on vous dit qu'il s'agit d'un court-circuit électrique, ça veut dire que c'est un problème électrique à la base. Bon, un accident, ça ne se prévoit pas. C'est pourquoi je dis, ça ne se prévoit pas, parce que c'est un accident et qu'il y a un problème de court-circuit électrique, mais il doit y avoir des mécanismes de délimitation. Par exemple, dans des immeubles modernes, lorsqu'il y a un feu, il y a un système automatique d'extinction qui s'allume, hein, avec de l'eau qui sort du plafond. Ce sont des systèmes de limitation. Donc, s'il n'y a pas de système de limitation de propagation, s'il n'y a pas d'extincteur dans l'école, pour que dès que l'incendie a commencé, on commence déjà à l'interne à limiter la propagation, avant que les camions n'arrivent, ça va se propager. Et puis j'ai parlé d'évacuation. C'est-à-dire, oui, on peut avoir le feu, on n'arrive pas à limiter, mais comment on a évacué les enfants? Là également, on devrait apprendre dans nos écoles, à nos enfants, et c'est le travail également des sapeurs-pompiers, à comment évacuer les bâtiments publics. Hein, parce qu'on a beaucoup de bâtiments publics ici. On a eu l'événement au stade qui a créé des morts. C'est le même problème. Comment évacuer les espaces publics lorsqu'il y a des sinistres, des drames? Ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons. Et puis après, en termes de gouvernance, au Congo, nous avons la culture de l'urgence. Nous n'avons pas la culture de la planification. C'est vraiment, nous sommes très faibles à la planification. Et ce n'est pas uniquement Kinshasa. Dans toutes les provinces, vous verrez qu'on a les mêmes problèmes de planification. Et le sapeur-pompier, en tout cas, je suis désolé, mais dans toutes les villes de Kinshasa, Ils viennent toujours en retard. Non, ils ne sont pas censés venir en retard. C'est une mauvaise faute. Ils ne viennent pas en retard. Ils viennent après l'incendie. Ils sont des anti-incendies. Ils ne peuvent pas venir avant l'incendie. Non, au moment de l'incendie, pour les représentants de feu. Notre frère Patrice n'a pas aidé les Congolais sur cette question-là. Les sapeurs-pompiers ne peuvent pas venir avant le feu. Ils s'appellent anti-incendie. Il faut qu'il y ait incendie pour qu'ils viennent. Oui. Oui, il ne peut pas venir avant l'incendie. Il faut qu'il y ait d'abord un incendie, après lui il vient. Le problème, comme je vous dis, il y a eu toute une chaîne qui existe de protection. Ce n'est pas uniquement lui. Voilà, merci Christian Mouleka. Vous avez évoqué le problème d'évacuation, hein, Eddy Kabea, et on a vu au niveau de Kolwezi comment est-ce que les badauds, comme on appelle ici des chégués, sont allés piller des magasins pour prendre des matelas et aider ces filles du lycée à sauter sur ces matelas. Madame, le comble, c'est du fait qu'en République démocratique du Congo, on a toujours l'habitude de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, au lieu de les anticiper. Parce que face à une telle situation, nous croyons qu'on ne doit pas incomber la faute à qui que ce soit, mais le comble, c'est du fait que le Lualaba, la ville de Kolwezi, qui est réputée la capitale mondiale du cobalt, du cuivre, et qu'aujourd'hui, il manque des véhicules anti-incendie. C'est ça le comble. Parce que, à-t-on dit de boire, il faut aussi associer un fait cruel. Cette ville, j'ai quand même l'impression qu'elle souffre d'un leadership fort à la dimension de cette province. D'autant plus qu'on nous a vanté les bilans.
de Fifi Masuka qu'il a développé en termes des infrastructures cette province. Et puis, il y a des avancées significatives en termes des infrastructures. Mais le comble, c'est du fait que de voir, même sur le plan organisationnel, en ce qui concerne le véhicule anti-incendie, la province en manque. Je crois que c'est triste. Tristesse parce que la compréhension globale que les gens peuvent offrir pour le pacte de la République n'est pas les mêmes. Parce que d'aucuns comme nous qualifient la République comme intérêt d'intelligence qui est mis au service de la société. Mais pour d'autres, la République est devenue comme étant intérêt d'expérimentation et qu'aujourd'hui, on voit de telles situations à la lumière du jour. On nous vante le bilan de Fifi Masuka, elle travaille mieux pour l'intérêt de la population des Coloïses, mais malheureusement... Elle est intérimaire. Mais bien sûr, mais même si elle est intérimaire, mais il doit quand même répondre aux préoccupations les plus légitimes de cette population. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'on a vécu hier là? Et j'emboîte le pas à mon co-débatteur Mouleka qui disait qu'il a fallu évacuer les élèves. On était butés, les gens sont butés à ces problèmes-là. Vous l'avez également évoqué. Le fait que les chèques et les bateaux sont allés prendre... piller de matelas. Là, on ne parlera pas de vol. Non, non. On ne parlera pas de vol parce qu'ils sont allés prendre pour sauver des vies. Hein. C'est du vol, mais bien orienté quand même, madame. Donc, juridiquement parlant, est-ce qu'il s'agissait là d'un vol? Non, non. Donc, madame, je crois que tout cela nécessite à ce que l'on puisse quand même prendre des solutions pour répondre tant soit peu aux besoins les plus primordiaux de la population, surtout face à cet incendie qui s'est déclenché à Lualaba. Alors, qu'est-ce que vous recommandez, parce que Christian a parlé d'une situation générale dans le pays, pour que pareille situation ne puisse plus se reproduire? Non, il faut qu'on puisse nous expliquer. Il y a l'organe délibérant de Lualaba qui est là. Le ministre, peut-être de l'Intérieur, va venir s'expliquer par rapport à la dite situation. Mais moi, ce que je recommande est que nous devons être prêts à résoudre nos problèmes. Non pas attendre à ce que les gens viennent nous aider en lieu et place de nous-mêmes. Donc, je crois que par là, il faut interpeller la conscience du gouvernorat de Lualaba, qui, parce qu'à travers ce qu'on appelle l'autonomie des provinces, la décentralisation, il est réputé comme étant le président de la République de ces contrées-là. Il doit répondre quand même aux préoccupations de la population face aux différents problèmes qui prévaut, surtout dans cette ville de Lualaba. Parce que toute chose de nature à perturber l'ordre public et à offrir les lits, je crois que cela n'augure pas de perspectives intéressantes quant à la bonne marche des institutions, dites indépendantes ou autonomes. Voilà. Espérons que le message est passé. Alors, nous allons prendre notre deuxième sujet. Je reste avec vous et Eddy Kabea. Ce sont des explications du ministre des Finances par rapport au glissement salarial du mois de février-mars au sein de l'administration publique. Nicolas Kazadi a expliqué hier, lors du briefing hebdomadaire, que cela est dû aux dépenses sécuritaires, humanitaires et celles liées aux élections. Il faudrait-il y croire? Oui, madame, en quelque sorte, oui, parce que la guerre d'abord coûte, ça coûte des millions pour la nation. Une guerre par jour coûte au moins $1 million. Je crois que cela peut être dit, mais il se pose un problème aussi de canalisation de ces recettes. Ou s'il faut, est-ce qu'on a maintenu les dépenses pour la canaliser, soit en ce qui concerne le paiement des fonctionnaires et pour la guerre? Tout cela est prévu, je crois, dans le budget. Bien que, à l'issue de son intervention, le ministre de Finances a également parlé de ces problèmes du budget rectificatif qui était, selon le FMI, le budget a été réduit si c'est à $3 milliards. Mais non, mais on a rejeté toutes ces allégations qui semblaient être fausses. Cela a défrayé la chronique à un moment, madame. Je crois que l'État a, je l'ai toujours dit, que l'État a 3 modes de financement. Il y a la taxe et les impôts, il y a également la planche à billets et l'endettement. Parce que la planche à billets aujourd'hui, actuellement, pour les cas de la République démocratique du Congo, n'est pas propice parce que la production n'est pas du tout
vraiment au rendez-vous. Mais pour l'endettement, une dette, je crois que c'est l'engagement qu'il y a d'un débiteur avec un créancier. Parce qu'en principe, les débiteurs, c'est celui-là qui accepte de contracter librement la dette et qui en bénéficie. Mais dans le contexte du système monde, la dette n'est plus une affaire privée, car elle a désormais une dimension politique qui concerne tous les peuples et toutes les sociétés. Mais l'endettement de la plupart des pays sous-développés, particulièrement les nôtres, devient insupportable dans la mesure où les remboursements et le paiement d'intérêts exigés par le créancier sont hors d'atteinte et cela empêche toutes sortes de développements. Parce qu'il est plus que nécessaire aujourd'hui de repenser l'histoire de la dette dans un contexte de mal développement d'un système capitalisme en crise. Parce qu'environ une personne sur deux dans le monde vit avec moins de $2. Et ces chiffres sous-estiment à coup sûr l'ampleur de la misère et des systèmes de domination qui se reproduisent également dans chaque pays. Voilà pourquoi, souvent, pour confectionner le budget, le gouvernement a toujours fait souvent appel aux impôts et taxes. Nicolas Kazadi l'a si bien précisé aujourd'hui que les appuis budgétaires sont disponibles pour atteindre les montants qu'on avait eu à disposer pour les 16 millions de dollars dont le Parlement avait examiné et adopté. Et je crois que tout cela nécessite à ce qu'on puisse prendre des mesures importantes pour résoudre ces problèmes. Parce que les salaires est un droit. On ne peut pas comme ça laisser la situation pour s'expliquer par rapport à un certain nombre de problèmes qu'on a eu à avoir, mais alors qu'il y a des familles qui attendent ces salaires pour nouer les débuts du mois. Je crois que alors cette justification, c'est correct, c'est tout à fait normal. tient, c'est tout à fait normal. L'État, c'est attend que Unité Active est ici interpellé pour parler, enfin, de convaincre qui que ce soit par rapport à la dite situation. Mais je crois que d'emblée, de telles situations ne doivent plus se répéter parce que le salaire est un droit et tout le monde qui travaille a droit à un salaire. Pour ne pas se répéter, il faut y travailler. Mais qui doit travailler, madame? Qui doit travailler? C'est l'État. Voilà. Alors, Christian Moleka, est-ce que la justification du ministre des Finances, ça tient par rapport aux élections? Tant plus que du côté des élections, on voit Denis Kadima qui s'est plaint par rapport au financement. Et du côté de la situation sécuritaire, on peut dire que nous n'avons pas encore atteint l'objectif de la paix. Voilà. Moi, je demeure très perplexe avec les réponses du ministre qui, de mon point de vue, ne me rassurent pas. Le gouvernement a révélé qu'en début d'année, on a fait des hausses des recettes. C'est-à-dire, par rapport aux prévisions même des recettes, nous étions en phase de hausse des recettes. Et ensuite, c'est connu que la dépense moyenne mensuelle pour la paye de plus ou moins 2 millions de personnels, c'est 316 millions de dollars de rémunération. C'est connu. Et donc, à un moment donné, lorsque les dépenses en termes d'exécution dépassent même les prévisions, parce que les statistiques de la Banque centrale ont démontré qu'en matière de rémunération, le gouvernement dépasse les prévisions qui ont été faites, qu'il dépense 350 millions sur 316. Ça veut dire qu'il y a un dépassement à couvrir qui pose problème. C'est peut-être à ce niveau-là qu'ils doivent nous dire que le gouvernement a un problème de dépassement dans l'enveloppe de la rémunération, qu'il n'arrive pas à couvrir, et pour couvrir ce gap-là, il y a un retard. Parce qu'on a vu le ministre parler d'un 70 millions qu'il fallait trouver auprès des privés. Donc il y a un problème de gap à combler pour l'enveloppe à payer aux fonctionnaires. Est-ce que ce gap est lié au fait qu'on a réalloué différemment les priorités en tenant compte des élections ou de la guerre? Est-ce que ce gap est lié à d'autres questions? Ça, moi j'aurais bien voulu qu'on nous explique d'où vient le gap dans la rémunération. Et pas nous contenter à dire que c'est la guerre qui soit l'unique justification à tous les problèmes économiques que nous avons. C'est vrai que nous sommes en guerre et que la guerre nous sollicite énormément des finances, mais ça ne peut pas être l'explication fourre-tout à tous nos problèmes de finances publiques. Ça ne tient pas. Ce n'est pas convaincant de mon point de vue. Et par rapport aux élections, parce qu'on voit Denis Kadima qui pose le problème des financements, et aujourd'hui, le ministre des Finances justifie le non-paiement des salaires par l'argent qui a été affecté aux élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais il y a un financement pour les opérations que la République a réalisé. Mais même la CENI elle-même se plaint qu'elle a un problème de financement. C'est-à-dire, la CENI se plaint qu'elle a un problème de financement. Le gouvernement dit que ce sont les élections qui nous prennent c'est tous contradictoire. qu'il y a un problème
de compréhension entre les deux acteurs. C'est vrai, mais là encore, c'était la planification. Nous avions adopté le fait que, puisque les élections nous coûtent 1 milliard, il fallait mettre de côté chaque année 250 millions de dollars par année, pour qu'au bout de 5 ans, nous ayons le milliard nécessaire aux élections. Mais demandez aux élus, est-ce que pendant 4 ans, puisque le gouvernement sait prévoir, on a mis à côté 250 millions pour les élections? Pourquoi on ne l'a pas fait en tant qu'autorité budgétaire? Pourquoi on n'a pas mis à côté chaque année 250 millions comme prévu pour avoir le milliard de ces élections? Pourquoi on attend qu'on arrive l'année des élections pour chercher en une année le 700 millions nécessaires aux élections et donc avec des compressions ou d'autres secteurs? Ça, c'est des planifications. C'est des problèmes de planification. Et comme je l'ai dit déjà avant, nous avons des sérieux problèmes de planification au Congo. Nous aimons travailler en mode urgence. Et là, comme nous sommes dans l'urgence, nous commençons à impacter d'autres secteurs vitaux parce que nous travaillons en mode urgence. Alors que nous savions tous, depuis 2018, que nous aurons élection en 2023. Il fallait planifier. Nous savions depuis 2018, dès l'instant où le président a prêté serment, nous savions tous que nous aurons élection en 2023. Et c'est pour ça qu'il était prévu que chaque année, on mette de côté 250 millions. C'est une chose qui n'a pas été faite. Vous le faites pendant 5 ans, ou pendant 4 ans, ou 5, vous avez 1 milliard. Et donc, vous couvrez tous les besoins liés aux élections. Mais il faut demander aux députés, vous qui avez voté la loi budgétaire depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez respecté le fait qu'il fallait mettre de côté 250 millions chaque année pour avoir le milliard? Pourquoi il faut que toute la République maintenant serre la ceinture en une année parce qu'on n'a pas respecté les dispositions qui nous auraient permis? Voilà, c'est une question de choix politique, des responsabilités des élus et des planifications. Nous aimons travailler en mode urgence. C'est le mal du Congo. Alors, quand il justifie par rapport aux élections, beaucoup est dit qu'Abéa, les élections, on a eu en 2006, 2011, 2018. Pourquoi il n'y a pas eu ce problème? Même la guerre, ça ne date pas aussi d'aujourd'hui. Hein. Pourquoi il n'y a pas eu ce problème et aujourd'hui? Madame, je crois que la priorité n'est pas seulement les élections, parce qu'il y a plusieurs priorités d'ordre sécuritaire, économique, sociétal. Et je crois que tout cela, l'État est censé donc de répondre à tous ces problèmes. Mais il faut aussi savoir que les élections, oui, parce qu'à un moment donné, on a vu le gouvernement décaisser, donc sur fond des décaissements propres, organiser les élections. Mais aujourd'hui, il y a, outre le fait d'avoir plusieurs priorités, il y a également plusieurs besoins qui se justifient également au nombre de la population. Parce que l'urgence aujourd'hui, c'était pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'était l'éducation et puis mettre fin à la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. On devait quand même fournir des efforts pour que la paix règne dans cette partie du pays. Aujourd'hui, l'État a voulu ou a décidé de prendre peut-être, selon l'entendement du ministre, l'argent qui était prévu pour le paye des fonctionnaires, mettre ça dans la guerre, surtout à l'Est, pour que la situation soit changée. C'est normal, je crois ça? que Vous c'est tout trouvez à que fait c'est normal? normal, c'est normal, mais quand même, comme je l'ai toujours dit, ou je l'ai dit dès le départ, que l'État devait aussi prendre des mesures qui s'imposent pour aussi répondre aux attentes des agents et fonctionnaires de l'État. Ce ne sont pas là de faux fuyants, parce qu'avant c'était la Covid-19, la guerre en Ukraine qui était à la base de tous ces mots qui rangent les secteurs de l'économie en RDC. Aujourd'hui, tout cela s'inscrit aussi dans le cadre de ce que Molega vient de dire ici, que le gouvernement résout des problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Et il n'y a pas de planification, il n'y a pas de mesures pour anticiper, en fait, de résoudre les différents problèmes qui prévaut. Moi, je crois qu'on doit appeler à une prise de conscience politique indispensable, à une élite qui soit prête plutôt de créer au Congo des conditions de vie nécessaires à son développement, à son épanouissement et à son édification pour l'Afrique. Voilà. Là où on pose le problème, lorsqu'on parle de financement des élections, Christian Moleka, est-ce qu'il faudrait-il croire vraiment en la tenue des élections du 4e cycle électoral cette année? Est-ce qu'il faudrait croire, et nous allons venir à la lettre
de la Caisse qui a adressé à Félix Tshisekedi pour une transition sans Denis Kabima, assumer les glissements du calendrier électoral. Il y a des questions à se poser. Hein. Quand vous regardez comment l'enrôlement s'est déroulé, quand vous regardez la qualité de l'enrôlement, quand vous regardez, par exemple, pour la zone 3, le travail qui reste encore parce qu'il y a des gens qui ne sont pas enrôlés, il y a de quoi se demander si nous serons capables de tenir ce calendrier dans les formes qu'il a été adopté, présenté tout du moins. Donc il y a des raisons de s'inquiéter, même si la SANI semble techniquement en ordre de bataille, il y a des raisons de s'inquiéter, d'abord en termes de financement, ensuite en termes opérationnels. J'insiste sur le fait que dans la zone 3, l'enrôlement ne s'est pas très bien passé. Je ne sais pas si on a atteint les atteintes qu'on avait données au départ, je ne les pense pas. Je veux quelque part en parler de 89% d'enrôlés au niveau de l'Est. Je doute fort que ce chiffre doit être rapproché de ce que la société civile nous a présenté, parce que lorsque la société civile donne des chiffres, ce n'est pas très proche de ce que la CENI nous présente. Mais néanmoins, il y a des questions personnelles qui doivent être avancées et des questions financières aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que le président s'assume? Ça, c'est une option politique, mais qui demandera d'abord que la CENI saisisse les institutions habilitées pour solliciter ces genres de problèmes-là. Je crois que avoir le comportement politique des acteurs, on est dans un double discours. On est à la fois dans une volonté de s'organiser politiquement. On voit l'Union sacrée qui se prépare à avoir une manifestation de lancement ce samedi qui montre qu'il y a une volonté de s'organiser pour les élections. En même temps, il y a un regard attentiste sur le fait que le processus pourrait ou ne pas se tenir. Donc je ne suis pas devin pour donner une prophétie, mais je constate que non seulement les acteurs eux-mêmes, de manière globale, doutent du processus, beaucoup aujourd'hui donnent des conditions pour ne pas y aller, révise du bureau de la CENI, révision de la loi électorale, et si la case société civile propose également une transition, et avant lui, il y a Ifoko qui a parlé également d'une transition, c'est que d'une certaine manière, les acteurs politiques tous observent et attendent, je dirais, un go politique, mais qui viendra de qui? Qui viendra en principe de la majorité au pouvoir, qui doit saisir soit la Cour constitutionnelle pour interprétation, comme on l'a fait à l'époque du PPRD, et à ce moment-là, la question pourrait être posée maintenant, mais quel est l'intérêt du Congolais dans ce nouveau glissement? Quel sera l'intérêt du peuple congolais dans tout ça? Parce que probablement on va avoir une transition. Au Congo, quand on dit transition, ça s'appelle négociation politique. Partage du gâteau. Éventuellement pour 8, 10, une année ou 2 ans encore. Et dans tout ça, où est-ce qu'on met les questions de développement? Vous voyez, nous sommes en train de nous trop focaliser sur les élections, qui ne sont qu'un petit moment dans la vie politique d'un pays, qui ne sont qu'un moment d'évolution de pouvoir. Et les questions les plus importantes de gouvernance et de développement, chez nous, ça recule. Vous voyez, malheureusement, c'est un cycle pratiquement qui se répète, donc on n'est pas très loin de ce qu'on a vu en 2018, et c'est très fort regrettable si on reprend ce même chemin-là. La démocratie, c'est aussi les cycles électoraux. Hein? Il faut aussi des cycles électoraux, il faut aussi des élections, des bonnes élections. Oui, mais ce n'est pas une fin en soi. Les élections ne sont pas une fin. Les élections doivent nous mener à avoir des dirigeants légitimes. C'est-à-dire qui décide dans le pays. Comment nous donnons le pouvoir à quelqu'un pour décider. Dès l'instant où nous avons des hommes légitimes, ils doivent travailler pour le pays. Le but des élections, c'est seulement choisir qui dirige. C'est tout. Dès qu'on a choisi qui dirige, on travaille. Mais nous mettons beaucoup plus de temps à parler de qui dirige et de la conquête que du travail. En telle sorte qu'on a le sentiment qu'on a fait une année élection et puis ça vient vite les élections encore. Et tout le monde dans une logique d'élection, élection, 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 élection. Le travail, on en parle très peu. Vous voulez dire quoi par là ou proposer quoi par là? Non, j'aurais bien voulu, bon, à ce stade, ce n'est pas une question pertinente, mais j'aurais bien voulu qu'au Congo, en politique, on dit qu'il y a deux temporalités. Il y a une temporalité de gestion et une temporalité de conquête. J'aurais bien voulu qu'au Congo, l'attention majeure des dirigeants soit sur la temporalité de gestion. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque la démocratie électorale ne répond pas à la finalité de développement pour le peuple, c'est que ça crée la résignation et l'abstention. Si vous regardez depuis 2006, les taux de participation au vote, regardez en 2011, regardez en 2018, nous ne faisons que reculer.
Peut-être qu'en 2023, nous aurons encore moins de participation. C'est-à-dire de moins en moins de Congolais qui croient aux élections et à la démocratie. Mais en conséquence, lorsque vous avez des gens qui ne croient pas en un système, c'est-à-dire que vous avez des dirigeants de moins légitimes, et donc les dirigeants moins légitimes sont des dirigeants qui dirigent difficilement. Alors, il faut arrêter avec les élections. Il ne faut pas arrêter, mais il faut changer la manière de faire les choses. Comment, par exemple? C'est-à-dire quoi? D'abord changer la façon de gérer, vous voulez dire ça? On doit mettre au cœur du débat congolais la gouvernance. Ok. On doit mettre au cœur de ce que nous faisons la gouvernance. Vous voyez, quand nous avons parlé par exemple de l'incendie, nous avons parlé de gouvernance, c'est-à-dire des politiques de lutte anti-incendie qui répondent aux besoins des Congolais de manière très concrète. Si nos préoccupations ne sont pas de la gouvernance et que nos préoccupations sont uniquement la conquête des pouvoirs, mais qui ne répondent pas aux questions de gouvernance, mais cette démocratie-là se piège elle-même, parce qu'à un moment donné, elle sera lassée, elle sera désenchantée, et elle va nous amener vers du populisme. Et malheureusement, le populisme dans toutes les sociétés où elle est passée, elle divise, elle clive, elle divise, elle crée plus de problèmes que de solutions. Il faut que les deux aillent au même moment. Ensemble. Ensemble. Voilà, Idi Kabia, par rapport à cette lettre de la Commission africaine pour la supervision des élections, écrite adressée au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour une transition sans Denis Kadima. La case appelle à assumer les glissements du calendrier électoral. Mais madame, la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici, c'est de savoir quels sont les criers formulés à l'endroit de Denis Kadima. Parce que Denis Kadima, s'il est à la tête de cet organe d'appui à la démocratie qui est la CENI, c'est conformément à la loi. Et si aujourd'hui, c'est de mais il y a de ceux-là qui contestent. Mais on conteste, bien sûr. Oui. Mais j'ai quand même l'impression que ceux qui contestent, ce sont ceux de la société civile en fait. Qui ont dit, ce sont ces gens, ils sont de la société civile. Je sais pas. Les opposants se contestent la présence de Denis Kadima. On ne fait pas marche en arrière, mais... On conteste comment, madame? Nous savons que aujourd'hui, Denis Kadima, s'il est là, c'est par rapport à la volonté de la loi, qui dit qu'il faut une société civile à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Et si aujourd'hui on doit contester, nous le savons peut-être dès le départ, le débat était de la nature de ces sociétés civiles qui, de fois, elle est inféodée, où on voit la société civile qui a perdu sa neutralité. On retrouve celle de la société civile qui sont proches de l'opposition et celle de la société civile qui sont proches de la majorité. Mais maintenant, Kadima a été désigné à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Vous demandez encore son départ. Non, je crois que je m'inscris en faux devant une telle réalité. Et le chef de l'État l'a si bien dit, d'autant plus que la volonté ferme du président de la République, c'est l'organisation des élections dans les délais. Il avait dit lors de son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès que notre démocratie est encore fragile. Pour maintenir cette démocratie, il faut organiser les élections dans les délais. Dire c'est autre chose, concrétiser en est on le autre. voit, madame, on le voit. Même si mon co-débatteur a évoqué le problème de l'enrôlement dans la troisième ère opérationnelle, je crois que dans tout, la finalité, c'est l'organisation des élections. Ce ne sont pas là aussi des signaux qui démontrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, pas du tout. Ce sont les aléas. Ce sont les aléas du processus électoral. Je crois que vous minimisez les cela. Élections, non. Nous voulons des élections. Nous ne voulons pas faire un examen minutieux du passé. Nous devons plutôt démêler les chevaux et aboutir à ces processus. Les processus, nous voulons que l'on puisse organiser les élections dans les délais prévus par la loi. Et aujourd'hui, les voix s'élèvent pour fustiger, demander la transition. Moi, je crois que cela n'est pas le vœu du président de la République. Le président de la République reste ferme devant l'organisation des élections dans les délais. Il n'y a pas de signaux qui démontrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il n'y en a pas. Tout est bon. Tout est bon. Il y a un fait qu'il faut ajouter, c'est que le poste de la présidente de la CENI est un poste fusible. À chaque fois qu'il y a une tension dans le processus, c'est le président de la CENI qui saute. Il ne faut pas oublier ça. Dans les passés, Malouan l'organise en 2006. Il veut organiser la suite du processus. Les tensions sur le processus, Malouan le saute. Il est remplacé par Ngoï Moulunda. Ngoï Moulunda organise 2011. Qui s'organise. Il veut continuer le processus. Les tensions dans le processus, Ngoï Moulunda saute. Malouan le revient.
Parlement le revient, il sort son calendrier. Est-ce qu'ils ont sauté en plein processus électoral J'en viens. ou après J'en viens. la tenue des Parlement le élections? revient. C'est ça le problème Parlement aussi. le revient. Il produit un calendrier. Rappelez-vous, élection en 2015, provinciale, présidentielle en 2016. Ce calendrier ne s'est jamais réalisé et Maluma est parti. Donc voilà un cas d'un président de la CENI qui est parti alors qu'il avait sorti un calendrier qui ne s'est pas réalisé et lui il est parti. Et Nang est venu. C'est pour dire que le poste du président de la CENI est un poste très fragile, un poste fusible. Lorsque les processus, les tensions se mettent en place, malheureusement pour lui, c'est lui qui paye les tensions dans les processus. Et moi je crains que Denis Kadima paye les tensions dans les processus. Parce que si demain, négociation, il y aura. Je dis au conditionnel, si demain, négociation, il y aura, pour une transition entre les acteurs, mais parmi les questions des crispations, pour assurer, ce sera peut-être sa tête. Ce sera peut-être sa tête. Parce que son départ calmerait tout ce qui demande déjà changer le bureau de la CENI. C'est un poste invisible, il doit le savoir en l'acceptant que c'est un poste invisible. Alors, à la mouvement de choses, pour un processus apaisé, qu'est-ce qu'il faut recommander? Ou pour la réussite de ces processus, il faut employer ces termes. Les élections ne doivent pas être uniquement des élections. Ils doivent être crédibles, inclusives, transparentes et apaisées. Donc la CENI, le gouvernement et tous les parties prenantes doivent travailler pour que nous ayons tous les suffixes, c'est-à-dire des élections crédibles, renforcer la crédibilité du processus. L'audit du fichier, par exemple, nous l'avions dit la fois dernière, les gens demandent l'audit du fichier, c'est pour renforcer la crédibilité du processus. Les élections doivent être inclusives, c'est-à-dire permettre à toutes les parties prenantes de participer. Ensuite, garantir la transparence des scrutins pour que nous ayons des élections apaisées. Sinon, nous aurons des élections, oui, mais qui seront ni crédibles, ni apaisées, ni transparentes, et encore moins inclusives. Mais en quoi ça aurait servi de mettre beaucoup d'argent si on a des élections qui ne sont ni crédibles, ni transparentes, ni apaisées, et ni inclusives? Alors, les journées portes ouvertes qu'organise la CENI, c'est aussi pour l'inclusivité, la transparence dont vous faites allusion. Je ne sais pas si cette stratégie va fonctionner. Je ne sais pas. Il y a des cadres de concertation à mettre en place qui existent déjà. La CENI doit élargir son cadre de concertation, permettre à toutes les parties prenantes de prendre part au cadre de concertation. Et j'ai dit toutes les parties prenantes et pas simplement sélectionner les parties prenantes dont les têtes vous plaisent. Permettre à toutes les parties prenantes de prendre part au cadre de concertation. Permettre que l'audit du fichier par des experts externes au-delà de l'audit interne qui sera fait, soit renforcé, sont des éléments qui permettent de renforcer la crédibilité. Ensuite, garantir la transparence du processus, notamment avec des observateurs indépendants. Comment on va accréditer les observateurs? On l'a vu pour l'enrôlement, au début, il y a eu des problèmes d'accréditation. Donc, il faudrait travailler à renforcer ces questions-là. Avec tous les temps qui restent, quelques mois. C'est faisable, faisable, ça va tenir. C'est faisable. Techniquement, il n'y a pas de problème. C'est faisable. Le problème, il est politique. Le problème, il n'est pas vraiment technique, il est politique. Voilà, alors on va terminer avec le dernier sujet de la justice, c'est l'affaire Matata Pogno. La Cour constitutionnelle, après la Cour constitutionnelle, c'est le tour de la Cour de cassation de se déclarer incompétente. Finalement, Matata Pogno est injugeable, Edi Kabir. Madame, moi personnellement, je crois que la justice est une véritable fondement de la démocratie au regard de son rôle de garant de droits et libertés fondamentaux. Mais l'image que nous avons de la justice de notre pays, c'est vraiment un tableau sombre, tragique et aboutissement logique d'un enchevêtrement de situations qui remontent d'assez loin. Parce que ma tâche, en tant que journaliste, ici, n'est pas de les décrire, parce que je n'ai ni la compétence ni le temps nécessaire pour ce faire, mais si je puis dire de prime abord que la justice de notre pays, c'est vraiment une justice à double vitesse, une mauvaise justice. C'est-à-dire que c'est une justice qui préserve les riches, les ayants droit en quelque sorte, et ça diminue et ça marginalise en même temps le plus démuni. Comment expliquer Matata Pogno, c'est lui qui a saigné les blancs, saigné plutôt à blanc les caisses de l'État, des détournements des deniers publics sur ce qu'on appelle la débâcle de Bukangalunzo. Hier, c'était la Cour constitutionnelle qui s'est dit incompétente pour juger Matata Pogno. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des espèces sonnantes et trébuchantes qui ont circulé.
Et aujourd'hui, Vous en avez des c'est la preuves. Cour des cassations. Et madame, nous sommes journalistes, nous menons des enquêtes pour connaître les tenants et les aboutissants. Je crois que madame, cette façon de faire n'est pas du tout normale pour notre justice. Parce que le chef de l'État veut voir clair dans ces dossiers du débat Claire de Boukaralo. Parce que autant de millions a été déboursé pour ce dossier. Mais comment expliquer quelqu'un qui est cité nommément dans ces dossiers et que nos instances judiciaires se disent incompétentes pour juger une telle personne? Non, madame, je crois qu'il faut vraiment une remise en question de notre justice. Est-ce que le problème n'est pas qu'on doit légiférer sur le statut des anciens et actuels premiers ministres? Madame, bien sûr, mais qui est censé juger un premier ministre? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas un juriste et je ne voulais pas aussi me baser au débat du juridisme ici, mais le problème est que c'est la Cour constitutionnelle qui est censée juger un premier ministre. Mais comment expliquer Matata, qui est cité nommément dans ces dossiers? Pourquoi ne pas le juger, madame? Parce qu'il y a certaines langues, certaines voix qui s'élèvent pour dire que c'est une poursuite ou une poursuite politique, ainsi de suite, alors que le monsieur est cité dans un dossier sale qui nécessite à ce qu'il soit jugé. Mais comment c'est jeu de ping-pong? Hier, c'était la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est la Cour de cassation, je crois. Mais maintenant, tout ça, c'est pourquoi on doit attendre à quelle justice? Madame, je crois que Matata doit être jugée. Il y a aussi la présomption d'innocence. La présomption n'est pas encore d'innocence, jugé. bien sûr, mais il faut qu'il soit jugé pour connaître si c'est vrai qu'il est innocent ou pas. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Madame, je crois que Matata doit être jugé. Tout ce qui se passe là, je crois qu'il y a des modalités, de moyens qui peuvent permettre à ce qu'il soit jugé réellement. Voilà, Christian Moleka, on termine avec vous par rapport à ce dossier judiciaire, 3 fois vomi par la justice. La Cour de cassation a fait le Ponce Pilate. Bon, moi je pense que le problème, il est, de mon point de vue, un problème de vide juridique. Parce que si le juge naturel du Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle, j'en conviens. Mais est-ce que Matata est Premier ministre? Matata était Un ancien. Oui. Premier ministre honoraire. Il n'est pas Premier ministre. Oui. Donc si vous voulez le juger en tant que Premier ministre, il ne l'est pas. Donc le problème du juge naturel dans ce dossier me semble être une question qui devrait aider les doctrinaires en droit chez nous, les théoriciens, à repenser ce problème-là. Et peut-être à l'avenir nous donner de nouvelles dispositions pour conforter la justice. Parce que oui, il faut juger quelqu'un, mais encore faut-il les juger dans les normes. Si les normes ne le permettent pas, comment vous allez juger une personne? Je ne pense pas que tous ces juges de la Cour de cassation ou de la Cour constitutionnelle sont des gens corruptibles. Je ne pense Et quelles pas. sont ces normes? Je vous ai dit qu'il y a une juridiction naturelle pour une personne. Oui. Qu'il s'agisse de vous et de moi. Oui. Cette juridiction vous dit qu'elle n'est pas compétente. Je ne suis pas juriste. Je n'aimerais pas entrer dans les débats des juristes. Mais si le juge naturel, la Cour constitutionnelle du Premier ministre vous dit qu'il n'est pas compétent, si la Cour de cassation vous dit qu'il n'est pas compétent, ou qu'elle n'est pas compétente, quelle est la juridiction qui lui correspond? Mais je crois que je dis que cette question, les amis juristes, doctrinaires, doivent s'y approfondir pour voir s'il y a vide juridique et comment combler le vide juridique. Et après, en matière d'infraction, je ne pense pas qu'il y a préemption. Je ne sais pas s'il y a préemption. Parce que s'il n'y a pas préemption, ça veut dire que ce sont des faits qui, même dans 10 ans, dans 20 ans, peuvent être jugés. S'il n'y a pas préemption. Est-ce qu'il y a nécessité d'en faire aujourd'hui une urgence s'il n'y a pas préemption? C'est une question que je me pose. Mais est-il que... moi, je crois que nous sommes en train d'aller trop loin. Comme je dis toujours, notre problème, il est institutionnel. Le Premier ministre était en gestion. Il a des moyens de contrôle politique, à savoir le Parlement. Pourquoi le Parlement, de l'époque, n'a pas fait son travail de contrôle politique, déjà à l'époque? Nous avons besoin de la Cour des comptes, que la Cour des comptes fasse son boulot.
La Cour des comptes a plus de pouvoir en matière de comptabilité publique, des comptes publics en tout cas. Et même des juges assermentés. Je crois qu'on doit tirer plutôt les leçons, de mon point de vue, et les doctrinaires nous aider à avancer sur la question parce que j'estime qu'il y a peut-être un problème de vide juridique à combler sur ces questions. Ah, merci Christian Moleka. C'est moi qui vous remercie. Merci Eddy Kabila. Merci madame. Merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. C'est la fin. Merci à l'équipe technique. Merci à Doudou Montir et l'homme de Bongafoula. Nous nous retrouvons demain à la même heure avec le même plaisir sur la même chaîne. Au revoir.